la pression qui découlerait du fait d'avoir à dire un certain nombre de choses essentielles d'ici que nous ayons terminé à la fin du mois de mai, puisqu'évidemment, comme d'habitude, ça arrive toujours beaucoup trop tôt cette fin d'année. Bon, peut-être que je pourrais commencer plus tôt aussi l'année prochaine. Je commence après les vacances de Toussaint. Bon, je vais y réfléchir, mais ce n'est pas impossible. Alors, après ceci, une information, une rencontre aura lieu à la librairie Les Beaux Jours, consacrée au livre que j'ai publié au mois de février sur Descola. Donc, la librairie m'a demandé si j'accepterais de faire une rencontre de cette sorte, comme je l'ai déjà fait à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, et un peu ailleurs, puisque je suis allé jusque dans la Drôme. Je choisis un peu mes lieux de rendez-vous aussi en fonction de certaines affinités géographiques, en particulier la proximité des sites d'escalade, mais c'est vrai que là, il faisait tellement mauvais dans la Drôme que je n'ai rien pu faire d'autre. Bref, donc ça aura lieu à la librairie Les Beaux Jours, bon, que je ne vous ferai pas l'injure de présenter, et ça aura lieu le vendredi 7 juin à 18h30. Voilà. Un collègue, professeur de philosophie, a accepté d'animer cette soirée et de jouer le rôle non seulement de présentateur de l'œuvre de Descola, de mon bouquin, et de contradicteur aussi. Ce ne sera pas très difficile parce qu'une conversation téléphonique avec lui m'a vite fait comprendre que nous n'étions pas surtout exactement sur la même longueur d'onde. Donc ce sera très bien, Il aura des objections et il y aura peut-être une discussion, quoique l'objet de cette soirée ne soit évidemment pas de confronter nos points de vue personnels, mais tout de même de faire connaître les livres de Philippe Descola et de faire connaître eh bien, éventuellement les objections, les critiques qu'on peut leur adresser. Voilà. Alors, je vais... oui ? Ça se passera où ? Alors, la librairie Les Beaux Jours. Dans la librairie ? Ah oui, dans la librairie. Oui, à Paris, oui, ça paraît un peu bizarre parce que c'est pas très grand. C'est petit, oui. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Bon. Mais, ils m'ont dit qu'ils y arrivaient. Voilà. Je n'ai jamais assisté à une rencontre avec des auteurs à la librairie. Bon, mais voilà. Donc, c'est dans la librairie elle-même. Alors, donc, nous nous sommes engagés, c'est la partie... alors ça, je crois que c'est à moi depuis la dernière fois, mais ça ne marche pas. Donc j'en ai d'autres. Heureusement. Voilà. Alors. Nous sommes engagés dans le point, la huitième section de cette explication de du deuxième chapitre de cet appendice à la quatrième partie qui concerne la question de la liberté. Et je me suis engagé la dernière fois dans l'exposition du problème qui se pose à nous, philosophes, sur cette question, sur ce concept, sur cette notion de liberté, en tant bien sûr que principalement nous l'appliquons à l'homme. Alors, j'avais lu 2 textes la dernière fois, dont un figure sur le blog. Je suis d'ailleurs obligé de présenter mes excuses sur le délai, le temps que j'ai mis à mettre ce texte de Jules Lequier sur le blog. En revanche, je n'ai pas mis l'autre texte, le texte de Georges Semprin, extrait donc de... D'où venait-il ce texte non, c'était... Pardon ? Voilà, l'écriture ou la vie. Ce n'est pas un texte du Grand Voyage, c'est un texte tiré de l'écriture ou la vie. Ça, je ne l'ai pas mis sur Internet, sur le blog. Si vous le souhaitez, je peux d'ailleurs l'y mettre. Je l'avais d'ailleurs coupé, hein, je l'avais lu par fragments. Je m'étais appuyé sur le texte de Jules Lequier, sur lequel je vais revenir, pour mettre en place les éléments du problème que nous appelons, disons, dans le questionnement philosophique, le problème du libre arbitre. Je vais revenir sur ce texte. Je voudrais un instant faire retour sur celui de Semprin, dont il est clair, parce qu'on me l'a fait remarquer,
D'ailleurs, je crois que je l'avais un petit peu dit la dernière fois, mais peut-être pas de façon assez nette. Texte dont il est clair qu'il n'y a pas de contrainte littérale, si l'on s'en tient à la lettre même de ce que Semprin a écrit dans ce récit. Il n'y a pas de contrainte à interpréter ce récit dans un sens spinoziste. On peut l'interpréter différemment. Je vais même vous proposer, à titre un peu de jeu, si vous voulez, deux lectures différentes qui ne passeraient pas du tout par Spinoza. Auparavant, je rappelle ce qu'il y a, à mon avis, quand même de spinoziste dans ce récit. Ce qu'il y a de plus spécifiquement spinoziste, c'est le fait que la capacité qu'a Semprin au moment où il accomplit cet acte de résistance qui consiste à tuer ce soldat, la capacité qu'il a de le faire, d'abord, lui vient de la raison, puisqu'il est clair tout de même que ce n'est pas sous l'effet d'un affect passionnel que Semprin tire sur ce soldat allemand. Il est clair que cet engagement dans la résistance, cette action, il ne faut oublier non plus que Semprin et son camarade étaient là en opération de repérage et pas vraiment sur place ce jour-là pour tuer ce soldat. Son engagement est un engagement réfléchi, raisonné, délibéré, et donc ce n'est pas sous le coup d'une émotion ou d'un mouvement de passion que Semprin accomplit ce geste. Ça, c'est certain. Donc c'est ce qu'il y a de rationnel dans son acte. Il y a autre chose de spinoziste dans ce récit, qui est que, même si, ça je le reconnais, on me l'a fait remarquer, et c'est vrai, même si Semprin ne réfléchit pas de cette façon, en ces termes, et selon cette logique, au moment même où il accomplit l'acte. Du moins, il n'en fait pas le récit dans le passage que j'avais lu. Ce qui est spinoziste, c'est le fait que la possibilité pour lui d'agir conformément à ce que sa raison de résistant lui dicte, cette possibilité, elle est, au fond, elle devient avérée par la compréhension qu'il a, lui, de la nature de l'affect qui pourrait l'empêcher de le faire. Ce qui aurait pu empêcher Semprin de tirer sur ce soldat, c'est l'affect de compassion et aussi de nostalgie dont il reçoit une bouffée au moment où il entend ce soldat chanter la Paloma. Et ça aurait pu paralyser son geste, et du reste, dans un premier temps, ça le paralyse. Et c'est en reconstituant la genèse de cette bouffée d'émotion qu'il semble au moins entrer en possession de la possibilité finalement de faire ce que sa raison résistante, on a envie de dire ça comme ça, lui commande de faire. Donc ça, je pense qu'il y a un aspect spinoziste dans ce texte. Je crois aussi que, évidemment, il n'est pas très difficile pour moi de lire ici Semprin à travers Spinoza, parce que j'ai lu d'autres textes de Semprin, et en particulier Le Grand Voyage, dans lequel l'inspiration spinoziste est beaucoup plus explicite, même si le nom de Spinoza n'est pas toujours cité. L'inspiration spinoziste est beaucoup plus explicite, elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus manifeste dans les passages du Grand Voyage, notamment au début, dans la conversation qu'a Semprin avec le soldat allemand qui a la charge de le surveiller en prison, ainsi que dans ce passage remarquable où Semprin décrit ce qui arrive lorsque le convoi qui l'emmène en déportation, ce convoi qui transporte des déportés derrière des ouvertures grillées par des barbelés, ce convoi s'arrête en gare de Trèves, donc pas très loin de la frontière française. Il s'arrête en gare de Trèves et là il se déroule un épisode qui va donner lieu à un échange entre Semprin et son compagnon de résistance qui part en déportation avec lui et qui va donner lieu à des réflexions, à une analyse de Semprin qui est, elle, de façon très évidente, inspirée par le spinozisme. Alors, ça, disons, c'est ce que je pourrais dire en défense d'une interprétation spinoziste du passage que j'ai lu. Mais on peut proposer d'autres interprétations, par exemple celle-ci. On pourrait dire, voilà, Semprin est en proie à un débat, à un conflit intérieur entre la raison qui lui commande de tirer sur ce soldat allemand en tant qu'occupant, en tant que nazi,
et l'émotion qui l'envahit à son corps défendant en entendant ce soldat chanter une chanson de son enfance. Et finalement, on pourrait dire, voilà, la raison l'emporte, la raison triomphe, et c'est le conflit, tout ce qu'il y a de plus traditionnel entre le devoir et les affects, les émotions, les passions, les sentiments. On pourrait donc, si vous voulez, lire ça à travers une grille qu'on pourrait dire kantienne. C'est peut-être comme ça que Kant interpréterait cette situation. Mais on pourrait aussi, parce qu'on m'a fait remarquer, ça je n'y avais pas prêté beaucoup attention, mais c'est vrai que Samprin tire sur le soldat allemand quand il a le dos tourné. Quand il a le dos tourné, c'est un fait. Alors je ne sais pas si l'on peut déduire du texte, il faudrait que je revienne au texte pour peut-être en décider. Je ne sais pas si à ce moment-là il s'arrête de chanter. C'est vrai qu'il revient vers sa moto, on pourrait supposer qu'il a cessé de chanter. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans le texte, je ne sais même pas si le texte permet d'en décider, mais il tourne le dos. Et ici, un lecteur, un disciple de Lévinas pourrait venir et nous dire, mais c'est clair, voilà, il ne peut pas tirer sur ce soldat allemand tant que ce soldat allemand lui montre son visage. Puisque, alors là je ne vais pas développer la théorie éthique d'Emmanuel Lévinas, dont je ne suis pas un grand connaisseur et dont je ne suis pas d'ailleurs un adepte très fervent, mais enfin, chez Lévinas, le visage est le lieu, mais pas seulement le lieu au sens, je dirais, topographique ou anatomique, mais c'est le lieu où vient se concentrer l'exigence éthique à l'endroit de notre semblable, le visage. Et c'est vrai que c'est quand le soldat allemand tourne le dos pour revenir vers sa motocyclette que Samprin peut tirer. Peut-être parce qu'il ne voit plus, il n'a plus en face de lui le visage de cet Allemand. Voilà, donc il y aurait peut-être aussi d'autres interprétations encore possibles, et je ne crois pas que la lecture spinoziste soit en effet absolument contrainte par ce texte. Je crois qu'il y a peut-être une inspiration spinoziste dans, je répète, cette façon pour Samprin de raconter comment, c'est en resituant, c'est en comprenant rationnellement la genèse de l'affect qui l'envahit au moment où il entend ce soldat chanter une chanson de son enfance, que, disons que la voie est ouverte pour que ce que lui commande la raison puisse s'accomplir. Alors, je ferme cette parenthèse, je reviens au texte de Lequier, que vous retrouverez sur le blog, et dont la narration renvoie à un souvenir d'enfance, dont Lequier dit explicitement d'ailleurs que ce qui est relaté, l'événement qui est relaté, ne doit pas être interprété comme une prise de conscience immédiate sur le champ par l'enfant lui-même de tous les enjeux, de toute la portée philosophique du débat dont il est le siège. Ce débat se pose dans les termes suivants: prendre ou ne pas prendre la feuille de charmille. La feuille est là, je peux la prendre, je peux ne pas la prendre, et le jeune Lequier fait état de cette expérience qu'il vit de façon immédiate, de la possibilité de prendre ou de ne pas prendre, de la possibilité d'agir ou de suspendre l'action, de renoncer à ce qui était possible. Comme si, il le dit expressément dans l'extrait que j'avais lu, comme si j'étais double, dit Lequier, comme s'il y avait en moi comme si ces deux possibilités s'incarnaient en moi comme deux puissances présentes en moi-même, comme une puissance double de faire ou de ne pas faire, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, avec les conséquences évidemment qui découlent du fait que l'acte que je vais accomplir, de même que le fait d'avoir approché la main de la feuille de charmille a fait s'envoler un malheureux petit oiseau qui a été immédiatement capturé et tué par un rapace, et bien de la même façon, après tout, ce que je vais faire maintenant, prendre ou ne pas prendre la feuille de charmille, peut se déployer dans deux directions différentes, divergentes, peut-être même opposées, des directions orientées par la succession des rapports de cause à effet. Ça, c'est la première possibilité que Lequier envisage. En fait,
celle-ci, celle d'une volonté souveraine, décidant, optant de façon parfaitement indépendante, indépendante de toute espèce de détermination antérieure ou extérieure. Mais il y a l'autre possibilité qu'il évoque immédiatement après, qu'au fond ce geste qu'il croit dépendre uniquement d'une décision entièrement arbitraire de sa responsabilité entière, que ce geste soit au fond, et sans qu'il en ait conscience, l'effet, la conséquence, la résultante d'une série de causes qui auraient précédé et qui auraient déterminé sa volonté. Donc, l'enjeu de la question, c'est le statut de la volonté. Et c'est la question de savoir si cette volonté est ou n'est pas ce que, dans le lexique un peu spécialisé des philosophes, on a appelé un libre arbitre. Et je rappelle que si vous voulez comprendre les questions philosophiques relatives à l'existence du libre arbitre, à la possibilité du libre arbitre, il faut donner à ce concept de libre arbitre un contenu, il faut le lester d'un contenu beaucoup plus consistant, beaucoup plus lourd que celui qu'on lui donne ordinairement quand on dit par exemple de quelqu'un qui est atteint d'un trouble quelconque, ou tout simplement qui a bu un coup de trop, qui n'a plus son libre arbitre, au sens où il a perdu sa faculté de juger, sa faculté de décider, de choisir de façon, on va dire, lucide ou sereine. On dira de quelqu'un, par exemple, qui est sous l'emprise d'une passion, d'une émotion débordante à un moment donné, qu'à ce moment, il n'est plus doué de libre arbitre. Ce n'est pas du tout que le sens philosophique de l'expression soit radicalement différent, mais ça ne suffit pas de dire ça, puisque l'idée du libre arbitre, c'est l'idée d'une volonté, parce que le libre arbitre, c'est la volonté. C'est l'idée d'une volonté, enfin du moins c'est la volonté en tant qu'on la suppose, en tant qu'on l'affirme, disposer d'une certaine puissance. C'est la volonté, le libre arbitre, c'est la volonté en tant que puissance de se déterminer à quoi? Eh bien de se déterminer à vouloir, à choisir, à décider et par conséquent à agir. Donc c'est une puissance de se déterminer elle-même, d'elle-même, par elle-même, indépendamment de toute causalité, de toute détermination, de toute influence extérieure. C'est la définition du libre arbitre. Attention à cet adjectif extérieur, extérieur à la volonté elle-même, pas plus. Je veux dire, il n'est question d'extériorité que relativement à la volonté, parce que une détermination extérieure à ma volonté peut être intérieure à mon être, à moi, à ma personne. Par exemple, si elle vient de mon corps. Si elle vient de mon corps, ce que je veux, ce que je décide, ce que je choisis, peut éventuellement être déterminé par des facteurs, des causes qui ont leur siège dans le corps, auquel cas, dans cette situation, si ce que je décide, si ce que je veux n'est voulu décider que sous l'effet de causes qui proviennent de mon corps, par exemple des causes qui relèveraient d'un instinct ou de réflexes ou de pulsions inscrites dans ma biologie, si vous voulez, peut-être dans mes gènes ou dans mes hormones, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a plus de volonté libre, il n'y a plus de volonté souveraine. Ça vient de moi, mais ça ne vient pas de moi en tant que je suis une volonté. Ça vient de moi en tant que je suis un corps. Mais l'extériorité peut ne pas engager le corps, mais elle peut engager des facteurs, des causes qui sont internes à l'esprit lui-même. À l'esprit lui-même. Parce que je peux être, en tant que je peux être déterminé par des causes qui sont internes à mon esprit, au sens où, par exemple, les causes qui vont me faire vouloir, les causes qui vont déterminer mes décisions, vont être imputables, par exemple, à l'esprit qui m'a été donné, qui a été forgé, qui a été formé ou déformé par l'éducation que j'ai reçue, par l'environnement où j'ai grandi, par la culture que j'ai reçue. Dans tous ces cas, il y a une détermination interne, bien sûr, interne au sens où c'est bien
ce sont bien mes préjugés, ce sont bien mes idées reçues, c'est bien ma mentalité, c'est bien mon tempérament, peut-être par exemple, qui m'a fait vouloir, mais ce n'est pas la volonté elle-même en tant que puissance indépendante. Donc, j'insiste bien sur le fait que le libre arbitre est une volonté qui se détermine elle-même indépendamment de tout facteur qui ne serait pas sa propre puissance, sa puissance intrinsèque, la puissance de cette capacité de faire, et c'est pour ça qu'on appelle ça, la volonté, en ce sens, une faculté, puisque dans le mot faculté, vous avez cette racine latine du verbe facere qui veut dire faire. Une faculté, c'est une puissance de faire. Et de faire quoi? Eh bien de vouloir, ce qui bien sûr ne signifie pas, libre arbitre ne signifie pas évidemment que cette puissance que j'ai de vouloir, de produire mes propres volontés indépendamment de toute cause extérieure, ne signifie pas évidemment que j'ai la puissance de faire que ces volontés trouvent un aboutissement et trouvent un débouché dans la réalité. Je peux, voulant autant qu'on peut vouloir, être empêché d'obtenir les résultats que visait cette volonté. Ça, c'est certain. Et dans ce cas-là, en effet, on pourra dire qu'en un autre sens, mais un sens très différent, eh bien, je n'ai pas été libre. Si, par exemple, je ne sais pas, si j'ai été entravé physiquement, matériellement, par une action extérieure, par l'intervention d'autres agents doués eux-mêmes de volonté, etc. Donc, voilà ce qu'est un libre arbitre. Et il faut bien comprendre ce que signifie ici ce mot d'arbitre. Parce que cette volonté, en tant qu'elle est souveraine, et je répète, terme à prendre dans son sens le plus profond, le plus radical, elle est souveraine, cette volonté, en tant qu'elle ne dépend que d'elle-même. En tant qu'elle ne dépend que d'elle-même, et en tant qu'elle n'est subordonnée à rien d'autre, elle est absolue, c'est ce que veut dire aussi souveraine, une puissance politique. Un monarque absolu, par exemple, est souverain, et il est pleinement souverain, et il est totalement souverain, en ce sens qu'il n'a de compte à rendre à personne d'autre que lui-même. Donc, cette volonté est souveraine, elle est arbitre en ce sens que, dans son indépendance, elle a la capacité de se placer à distance de tout ce qui se représente à elle, de tout ce qui lui est proposé comme des possibles. Un libre arbitre, c'est une volonté qui se trouve face à des possibles, qui, si vous voulez, surplombe les possibles, et qui, entre ces possibles, arbitre, tout simplement arbitre, tranche. C'est l'exemple que prend Leibniz, qui n'est pas du tout spinoziste, pas du tout, c'est pas sûr, parce que précisément, il aurait bien aimé lui-même être sûr de n'être pas spinoziste, et ses contemporains ont jugé qu'il était peut-être beaucoup plus qu'il ne le disait lui-même. Mais bon, laissons de côté le cas de Leibniz, qui est bien aussi complexe que celui de Spinoza. C'est l'exemple que prend Leibniz. Je suis à ma table de travail, j'ai une tâche à terminer, j'y tiens à cette tâche, c'est peut-être une commande qui m'a été passée, un article que je dois rédiger, un livre que je dois terminer. Je suis à ma table de travail, mais voilà, il est telle heure et je sais qu'à cette heure, les copains sont à la taverne. Les copains sont à la taverne. Et franchement, d'être à la taverne avec les copains, d'abord, je me sifflerais bien une bonne bière, parce qu'ils ont de la bonne bière à la taverne, et puis une bonne bière avec le copain, c'est encore meilleur. La bière, c'est bon, les copains, c'est bon, mais les deux en même temps, c'est évidemment encore mieux. Et donc, ça me démange un peu de me lever de ma table de travail et d'aller à la taverne. Qu'est-ce que signifie que je suis en situation d'arbitre? Eh bien, tout simplement que j'ai affaire à des possibles, et que entre ces possibles, c'est à moi qu'il appartient d'arbitrer, c'est-à-dire de trancher. De trancher en un sens qui sera, dans une direction ou une autre, qui sera peut-être une direction complètement opposée, de trancher en un sens dont je serai, par ma volonté libre, le seul à décider. Le seul à décider au sens où, par exemple, je serai capable de prendre cette décision indépendamment même de ce qui me paraît le plus juste, le plus raisonnable, le plus légitime, le plus utile. Alors bien sûr, je sais par exemple que, ayant telle tâche à terminer, ayant promis à mon éditeur de lui remettre tel article à telle date,
j'ai une obligation de rester à ma table de travail et de résister à la tentation de me rendre à la taverne. Mais, en tant que j'ai un libre arbitre, je peux, si vous voulez, non pas totalement faire abstraction de cette obligation. Je ne peux pas faire totalement abstraction non plus du plaisir que je me représente par anticipation d'être à boire de la bière avec les copains à la taverne. Ça, je ne le peux pas. Mais je peux me placer à distance de tout ça. Je peux me placer à distance de telle façon que je suis en situation, la situation de l'arbitre sur le terrain, c'est-à-dire en situation d'impartialité. D'impartialité, c'est-à-dire une possibilité d'échapper à toutes les forces qui m'assaillent, les forces du désir de boire, du désir d'être avec les copains, les forces de l'obligation morale, de l'obligation éthique, de l'obligation éventuellement juridique. Je suis peut-être tenu par contrat avec l'éditeur de lui rendre le manuscrit à cette date. En général, d'ailleurs, c'est le cas. Sur les contrats d'édition, il y a une date. Bref, voilà, je suis en situation d'arbitrer. Et je suis en situation d'arbitrer et d'arbitrer indépendamment de toute détermination, je répète, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle des mobiles, c'est-à-dire des déterminations sensibles. Le désir de boire de la bière, c'est ce qu'on appelle un mobile. Vous savez ce que c'est que le mobile du crime? Il peut être crapuleux, il peut être, par exemple, d'obtenir de l'argent, il peut être passionnel, ça peut être un mobile de jalousie, je peux haïr un rival amoureux, par exemple. Alors, on appelle plutôt mobile les déterminations d'ordre sensible, ce qui va dans le sens de la satisfaction de mes désirs, dans le sens du plaisir souvent. Et un libre arbitre est capable de se déterminer indépendamment des mobiles, en toute liberté par rapport à la puissance des mobiles, mais aussi par rapport à la force des motifs. Le motif se distingue du mobile en ce sens qu'il est, lui, une raison. Un motif, c'est une raison. Ce qui motive une décision, c'est les raisons qu'on peut fournir à l'appui de cette décision. C'est pas la même chose, un mobile et un motif. Dans un cas, vous avez l'explication. Dans l'autre, dans le cas du mobile, vous avez l'explication. Ah oui, le mobile du crime, c'était l'appât du gain, par exemple. Quand vous avez un motif, vous avez non pas une explication, vous avez une justification. Vous avez une justification, c'est-à-dire que le motif, c'est ce qui rend raison. Le motif est du côté de la raison, le mobile est du côté de la sensibilité. Tout ça est un schéma assez classique. Eh bien, le libre arbitre est une faculté qui me rend indépendant de la puissance que peuvent exercer sur mon esprit aussi bien les mobiles que les motifs. Alors, cet arbitre qu'est la volonté, il arbitre en situation d'indépendance, et c'est ce qui va lui permettre en particulier, c'est ce qui va lui permettre, par exemple, de décider, même s'il n'y a aucune raison particulière, ni de motif, ni de mobile, de décider dans un sens ou dans l'autre. Bon, si vous êtes dans votre lit le matin au moment où c'est l'heure de se lever, et vous demandez, voyons, du pied gauche ou du pied droit, a priori, vous n'avez guère de motif ou de mobile pour vous lever plutôt du pied gauche ou du pied droit, pas plus que par exemple le capitaine Haddock qui est dans son lit et qui tout d'un coup a un débat cornélien, la barbe au-dessus ou au-dessous de la couverture. Ah, apparemment, il ne s'est jamais posé la question, mais un jour, cette question arrive à son esprit. Bon, on ne voit pas qu'il y ait de mobile ou de motif particulier de s'endormir avec la barbe au-dessus ou en dessous de la couverture. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne l'ai pas assez longue pour m'être très souvent posé cette question. Alors, on expose assez souvent le problème du libre arbitre à partir d'une image zoologique qui est intéressante, qui est celle d'un âne. Alors, cet âne, il a reçu son nom, son surnom, sa dénomination d'un philosophe médiéval qui s'appelait Jean Buridan. C'est l'âne de Buridan. Alors, qu'est-ce que c'est que cet âne de Buridan? C'est un âne, c'est un âne qui se trouve en situation assez inconfortable. Il a très faim, très très faim, et il a très soif, très très soif.
Et la situation a ceci d'inconfortable, c'est toujours inconfortable d'avoir très faim et très soif, mais surtout, ce qui est encore plus inconfortable, c'est qu'il a exactement aussi faim que soif. Ni plus ni moins faim que soif. Alors, cet âne de Buridan va se trouver dans une situation très pénible, puisqu'on va placer de part et d'autre de l'animal deux seaux, un seau dans lequel il y a de l'avoine, il y a à manger. Et à exactement la même distance, il faut faire attention, hein, parce que si vous faites l'expérience avec un âne, faites gaffe, il faut passer les deux seaux exactement à la même distance, sinon ça ne marche pas. Et dans l'autre seau, il y a évidemment de la flotte, il y a de l'eau, il y a de quoi boire. Et bien cet âne, il a très faim, donc forcément, il voit le seau dans lequel il y a l'avoine, il voit qu'il y a à manger. Et alors là, il est tout content, il remet la queue, bon. Mais simplement, il a très soif aussi, et il voit de l'autre côté, il voit le seau d'eau. Il se dit, ben, je boirais bien. Mais le problème, c'est qu'il a exactement aussi faim que soif. Et donc, il a le malheur d'être un âne, c'est-à-dire d'être doué de sensibilité. Certes, il est doué de sensibilité, les animaux ont une sensibilité, ils peuvent avoir faim, ils peuvent avoir soif, ils peuvent s'ennuyer, ils peuvent être tristes, etc., ils peuvent être joyeux, mais il n'a pas de libre arbitre. Il n'est pas humain, il n'a pas cette volonté libre. Dieu, en créant les ânes, ne leur a pas fait cadeau de cette faculté de se déterminer souverainement. Et donc, il ne peut lui arriver qu'une chose à cet âne, une seule. Il meurt. Il meurt de faim et de soif. Il meurt de faim et de soif, faute d'être capable d'arbitrer, c'est-à-dire de prendre dans cette situation une décision, eh bien la seule décision qui vaille, qui serait une décision qu'il faudrait qualifier, quel est l'adjectif qui conviendrait? Arbitraire. D'arbitraire. Et bien d'arbitraire, bien sûr. Ce qui lui manque, c'est la possibilité de prendre une décision arbitraire. C'est-à-dire une décision qui ne serait influencée par aucun mobile, qui ne trouverait sa raison dans aucun motif, et qui se déciderait de façon absolue et indépendamment de toute détermination. Il en est privé, le malheureux, et donc il crève. Mais évidemment, un humain en cette situation, comment est-ce qu'il procéderait? Eh bien, il dirait, ce serait quand même trop con de crever de faim et de soif dans une situation pareille, et donc il déciderait arbitrairement de commencer d'un côté ou de l'autre, et de poursuivre. Ensuite, il pourrait passer de l'avoine à l'eau et de l'eau à l'avoine, indifféremment, et comme ça, il satisferait ses deux besoins et ses deux désirs, et ben, il mangerait, il boirait, et puis il irait vaquer à ses affaires ensuite, et on n'en parlerait plus. Alors, c'est ça que signifie libre arbitre. Le libre arbitre, pour cette raison, est quelquefois désigné par l'expression liberté d'indifférence. Le libre arbitre, c'est ce qu'on appelle liberté d'indifférence au sens où c'est la possibilité de se déterminer à une option en situation d'indifférence au mobile et au motif. Il est clair que dès qu'il y a des mobiles, je ne suis plus indifférent. Et je ne suis pas plus indifférent quand il y a des motifs. Alors, il peut y avoir seulement des mobiles, et pas vraiment de motifs. Si par exemple, je ne sais pas, si on vous donne le choix entre je sais pas, une glace à la fraise, une glace à la framboise, bah, vous êtes plutôt là sur le terrain des mobiles parce que vous vous demandez de quel côté il y aura plus de plaisir, simplement. Mais bon, entre un sorbet à la fraise et un sorbet à la framboise, il n'y a pas vraiment de motif rationnel de décider. En revanche, si par exemple on vous propose de choisir, si vous avez le choix au menu entre un confit de canard et un filet de limande, vous allez dire, bon, j'aime bien le confit de canard, mais il faut reconnaître aussi que quand même ces derniers temps, j'ai un peu forcé sur tout ce genre de choses, et que le filet de limande serait peut-être plus raisonnable. Et donc vous avez un motif qui vient ici contrecarrer le mobile, vous auriez peut-être plus de plaisir à manger du confit de canard, mais finalement vous allez choisir le filet de limande simplement parce que c'est meilleur pour le régime. Alors, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité d'arbitrer entre tout ce qui se présente comme mobile et comme motif, d'arbitrer éventuellement, mais c'est une situation fictive qui pour nous ne se présente jamais, car nous ne sommes jamais en situation de nous demander, bon, si le capitaine Haddock nous fait marrer avec sa barbe au-dessus ou en dessous, ben c'est parce que précisément nous savons que c'est une situation qui ne se présente pas, de même que vous ne vous demandez pas le matin si vous allez vous lever du pied gauche ou du pied droit.
Et alors attention, il y a mieux, c'est que cette liberté d'indifférence, ce libre arbitre, ça va être aussi ce qui vous permet, c'est ce qui rend au moins idéalement possible de choisir, de se décider, d'opter, y compris contre les mobiles, contre les motifs qui vous apparaissent les plus puissants, les plus forts, les plus puissants pour les mobiles, les plus légitimes, les plus raisonnables pour les motifs. C'est-à-dire que vous savez que même en situation, je dirais, où il est clairement préférable de choisir dans tel sens plutôt que dans tel autre, vous pouvez toujours choisir dans l'autre. C'est-à-dire que la liberté d'indifférence est aussi une liberté de se tourner contre, par exemple, la puissance affective, sensible des mobiles, contre la valeur rationnelle des motifs. Prenons un exemple. Eh bien, alors, vous avez un écrivain qui a réfléchi là-dessus. Je crois que j'ai déjà fait une allusion d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est cette année. C'est Edgar Poe. Vous avez dans les histoires extraordinaires d'Edgar Poe une nouvelle qui s'appelle Le démon de la perversité. Le démon de la perversité. C'est une nouvelle dans laquelle Edgar Poe analyse et décrit quelques occurrences de cette puissance qui est en nous de nous déterminer au pire, de choisir le pire et de faire le pire, quand pourtant nous avons, clair comme le jour, sous les yeux, l'évidence de ce qui serait meilleur et dont nous choisissons justement de faire le contraire. Bon, ça nous est arrivé à tous, hein, de nous dire dans telle ou telle situation, là, ce qui serait bien, ce qui serait raisonnable, ce qui serait... Enfin, la seule chose à faire d'intelligente, ce serait là de céder, par exemple, de renoncer, d'arrêter. Eh bien, on continue. Eh bien, on ne cède pas, on s'obstine, et il n'en découle que le pire. Et un pire prévu. Un pire qui n'est pas le résultat obtenu par négligence ou simplement par ignorance. Non, un pire qu'on avait vu venir et qu'on voit. Alors, on peut regarder cette nouvelle d'Edgar Poe comme une espèce d'illustration, mais je ne dis pas que c'est très, je dirais, directement ordonné à l'idée philosophique, la plus philosophique du libre arbitre, mais on peut regarder ça comme une espèce au moins de petite ouverture à signification surtout éthique sur cette question. Mais on peut surtout présenter de tout cela je dirais une justification philosophique beaucoup plus classique, beaucoup plus puissante même, qui est la suivante. Je vais ici citer ce que nous dit Descartes dans la préface des principes de la philosophie au paragraphe 39 de la première partie. Ce n'est pas dans la préface, ce sont les principes de la philosophie, première partie, paragraphe 39. Donc les principes de la philosophie sont une espèce de manuel de philosophie que Descartes avait rédigé sur le tard, dans l'espoir d'imposer sa philosophie dans les universités et de substituer cette philosophie, la sienne, à l'enseignement officiel alors en vigueur, qui était encore tributaire de la scolastique aristotélicienne. Et donc, Descartes avait rédigé un manuel de philo, en bonne et due forme, rédigé de façon systématique, selon un ordre synthétique, extrêmement rigoureux, et c'est dans la première partie que sont posés les fondements métaphysiques de sa philosophie. Les parties suivantes vont développer certaines conséquences dans l'ordre de la physique, de l'astronomie, de la biologie, etc. Eh bien, au paragraphe 39 de la première partie des principes de la philosophie, Descartes écrit « La liberté de notre volonté, entendez notre libre arbitre, la liberté de notre volonté, son indépendance absolue, sa souveraineté totale, la liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » Et là, je vais fournir une illustration cartésienne de cette expérience dont Descartes ici fait état, à laquelle il fait allusion. Mais auparavant, je reviens d'abord sur ce texte de Jules Lequier qui nous dit exactement ça, qui nous dit que précisément le sentiment de liberté qu'il éprouve au moment de se déterminer à prendre ou à ne pas prendre la feuille de charmille est un
sentiment qui repose sur, et qui ne repose que sur l'expérience qu'il en a. Voilà, il fait l'expérience de sa capacité à se déterminer indépendamment de toute causalité autre que cette volonté elle-même. Remarquez ceci, que le titre du livre de Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première vérité, est déjà un titre cartésien. C'est un titre cartésien, et je vais justement y revenir et montrer pourquoi ce titre est un titre cartésien. Mais avant de commenter cette citation de Descartes, j'en produis une autre que vous trouverez, si elle y est déjà, et peut-être déjà d'ailleurs, sur le blog de Jean-Jacques Rousseau. Elle se trouve, cette citation, dans un livre qui n'est pas un traité de philosophie, qui n'est pas un livre de philosophie, mais qui est un roman, qui est le grand roman de Jean-Jacques Rousseau, roman épistolaire, roman par lettres, La Nouvelle Héloïse. En vérité, c'est le titre, La Nouvelle Héloïse, puisque c'est un remake d'une assez vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge. Le titre, c'est Julie ou La Nouvelle Héloïse. Eh bien, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un roman. Maintenant, c'est un roman par lettres, et les auteurs des lettres, donc les personnages du roman, n'ont de cesse de produire dans leurs lettres de longues dissertations de philosophie, dissertations à ce point philosophiques et quelquefois à ce point longues que certains ont jugé que ce livre de Rousseau n'était certainement pas le chef-d'œuvre romanesque de la littérature épistolaire française, et que c'était beaucoup trop dissertatif pour, je dirais, arriver par exemple à la hauteur d'un roman contemporain comme Les Liaisons dangereuses. Et sur le plan littéraire, ça j'accorderais volontiers que sur le plan littéraire, si l'on ne juge que de la construction du roman, de la fabrication du roman, Les Liaisons dangereuses sont supérieures à La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Cela dit, dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau, ce qui reste, c'est la langue. Et la langue est, bien que de façon très différente de celle de Laclos, dans Les Liaisons dangereuses, bien que de façon très différente, différente de Laclos, différente de Voltaire, différente de Diderot, la langue de Rousseau est tellement éblouissante que je continue de tenir Julie de La Nouvelle Héloïse pour un chef-d'œuvre de la littérature française, de la littérature. Mais c'est vrai que ce livre est, certains diront, envahi de dissertations philosophiques. Et bien sûr, Rousseau aborde une question qui est très débattue en son siècle, qui est la question de la liberté, et plus précisément la question du libre arbitre. Et il écrit ceci, qui n'est au fond qu'un développement de la formule cartésienne. Rousseau ne fait que dire ici un peu plus longuement, de manière un tout petit peu plus fleurie, ce que disait Descartes. Et voici ce qu'on trouve dans cette 7e lettre de la 6e partie. Donc, nous sommes dans la 6e partie de la Nouvelle Héloïse, lettre 7. Un raisonneur, et entendez évidemment un philosophe, et très probablement un philosophe spinoziste, ou ce n'est pas Spinoza lui-même, mais probablement l'un des contemporains de Rousseau, l'un de ses contemporains de Rousseau, qui, pour avoir lu Spinoza, ou pour avoir, disons, pris connaissance de Spinoza, peut-être pas directement dans le texte de Spinoza, mais au moins par des intermédiaires, qui ayant connaissance de la philosophie de Spinoza, par exemple un Diderot, un d'Holbach, un Helvétius, là j'écris les noms de quelques philosophes qui ont lu Spinoza et qui, s'inspirant de Spinoza, ont débouché sur la conclusion que le libre arbitre était une fiction, ce qu'en effet va nous dire Spinoza. Nous ne sommes pas encore tout à fait là. Mais enfin, ce raisonneur dont nous parle Rousseau, c'est évidemment un philosophe, et très probablement, il pense à ses contemporains plus encore qu'à Spinoza lui-même. Un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur, plus fort que tous ces arguments, les dément sans cesse. Et quelque parti que je prenne, dans quelque délibération que ce soit, je sens parfaitement qu'il ne tient qu'à moi de prendre le parti contraire. Voilà. Je relis cette citation qui pourrait presque passer pour une définition du libre arbitre.
Un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur plus fort que tous ces arguments, les dément sans cesse, et quelque parti que je prenne, dans quelque délibération que ce soit, je sens parfaitement qu'il ne tient qu'à moi de prendre le parti contraire. Qu'il ne tient qu'à moi, c'est-à-dire à ma volonté, à mon libre arbitre. C'est ça que cela signifie. Alors, je reviens à Descartes, nous parlant justement de cette expérience que nous avons de la liberté de notre volonté. Et en particulier sur cette expérience que nous faisons, d'être toujours en mesure, non seulement d'arbitrer entre des indifférents, au sens, nous avons la capacité de choisir lorsque aucun mobile, aucun motif ne se présente, ni d'un côté ni de l'autre, pour nous déterminer dans un sens ou dans l'autre. Non seulement nous avons la possibilité de nous déterminer devant des indifférents, mais nous avons la possibilité, et c'est ça que signifie l'idée de libre arbitre, sur le plan moral, sur le plan éthique, l'expérience que nous avons du libre arbitre, c'est cette expérience-là, c'est l'expérience que lorsque, par exemple, se présente dans les plateaux de la balance, ici, par exemple, des mobiles très puissants, un mobile, par exemple, d'argent, un mobile de plaisir, ou imaginez quoi que ce soit d'autre, et que dans l'autre plateau, ne se présente que de tout petits mobiles qui pèsent peu, ou par exemple des motifs qui au fond ne sont pas très convaincants. Lorsque de ce côté-ci, par exemple, le poids est faible. Par exemple, voilà, je prends l'exemple. Je suis examinateur, enfin là, ça ne me concerne plus parce que je suis à la retraite, mais ça m'a concerné longtemps. Je suis examinateur, par exemple au baccalauréat, et on vient me voir en me disant, voilà, si vous mettez un 18 à mon fils ou à ma fille, là, qui passe l'oral de rattrapage après-demain, je sais pas, il y a un béton, voyons, qu'est-ce que ça peut valoir, ça? Bon, je sais pas, 5 000 euros. 5 000 euros. Voilà, il y a 5 000 euros pour vous si vous mettez 18 à mon fils à l'oral de rattrapage. Alors, ça, évidemment, c'est le mobile, puissant. 5 000 euros, c'est pas rien. Bon. Et puis, alors, il y a ici, par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a? Bon, est-ce qu'il y a des mobiles sensibles? Est-ce qu'il y a des mobiles sensibles pour me détourner de cette tentation de me laisser corrompre? Oh oui, il y en a, parce que par exemple, il y a le fait que je vais avoir du mal peut-être à dormir après. Je vais peut-être avoir du mal à dormir du sommeil du fonctionnaire juste. Je vais peut-être avoir du mal aussi à me regarder le matin. Ce sera pénible pendant la nuit, je ne dormirai pas. Puis le matin, je pourrais pas me regarder dans la glace en me disant quand même, non, c'est pas bien ce que tu as fait. Bon, ça, ce sont des mobiles sensibles. Après tout, je vais être en proie au remords, qui est un sentiment. Et puis, il y a aussi des motifs des motifs rationnels. C'est-à-dire que, quand même, il y a le devoir. Voilà, je suis fonctionnaire, j'ai un devoir d'intégrité, bien entendu, et donc je ne dois pas me laisser corrompre. Eh bien, évidemment, dans cette situation-là, mon intégrité de fonctionnaire est en grand péril, parce que, par exemple, il y a aussi, dans les mobiles, il y a aussi la peur d'être convaincu de fraude et de corruption, et ça va très loin, hein, parce que s'il arrive aux oreilles des autorités compétentes que j'ai accepté de surévaluer une note pour de l'argent, là, je suis exposé à de grands périls professionnels. Oui, mais bon, il se trouve que dans la situation présente, j'ai quand même des garanties que j'ai quasiment la certitude qu'il est impossible que ça se sache. Bon, la corruption, vous savez, ça peut assez souvent passer sous les radars. Eh bien, en toute logique mécanique, physique, je devrais me laisser corrompre. Il devrait, si vous voulez, ne pas y avoir d'autres possibilités. Eh bien, qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre est justement cette capacité que j'ai, lorsque ça pèse beaucoup plus dans un sens que dans l'autre, de
modifier la mécanique des forces qui s'exercent, et par la force de mon libre arbitre, par la seule puissance de mon libre arbitre, de rétablir la balance telle que je me représente qu'elle doit être, finalement. Voilà, voilà ce que peut faire le libre arbitre. Ce que peut faire le libre arbitre, c'est résister à la tentation. Résister à la tentation, résister au désir, résister à l'émotion, résister à la passion. Mais le libre arbitre peut davantage, nous dit Descartes. Il peut davantage puisque j'ai toujours la possibilité, non seulement par le libre arbitre, de contrebalancer la puissance de mobiles sensibles qui pèsent lourd, mais j'ai la possibilité aussi, par le libre arbitre, au minimum, de suspendre, au moins provisoirement, la puissance des motifs les plus insistants qui se présentent, par exemple, à ma raison. Bien sûr, lorsque j'effectue l'opération 2 plus 2, je tombe sur 4, et d'abord, je n'ai aucun mobile sensible qui pourrait me déterminer à préférer que ce soit 3 ou 5, mais je n'ai vraiment aucune raison de supposer même que ceci puisse être faux. Eh bien, dit Descartes, pourtant, j'ai la possibilité, au moins, j'ai la possibilité, non pas sans doute librement de décider que ceci est faux, mais j'ai la possibilité de suspendre mon assentiment, de suspendre mon adhésion à ce qui m'apparaît de façon irrésistible comme une vérité. Qu'ajouter 2 à 2 ne puisse donner que 4, que non seulement ça donne 4, mais que ça donne 4 nécessairement, c'est-à-dire que ça ne puisse pas donner un autre résultat, c'est ce qui, semble-t-il, s'impose à l'esprit avec l'évidence la plus criante. Eh bien, Descartes va nous montrer que cette évidence peut être au moins suspendue, c'est-à-dire que je peux au moins admettre la possibilité que ceci soit faux. Et ça a un nom, ça s'appelle le doute cartésien. Quand vous lisez les méditations métaphysiques, eh bien, vous êtes immédiatement en présence de l'expérience dont vous parle ici Descartes. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Et quelle est cette expérience que fait Descartes dans la première méditation métaphysique? Eh bien, il expérimente la possibilité de suspendre, ne serait-ce que provisoirement, de suspendre nos certitudes les plus évidentes, les plus manifestes, les plus irrécusables, de les suspendre jusqu'à plus ample examen, jusqu'à vérification plus poussée. Suspendre, par exemple, la certitude que je peux avoir d'être ici avec vous en train de faire un cours, de la même façon que vous avez la certitude, vous, d'être assis dans une salle et d'écouter ce cours. Je peux suspendre cette certitude, je peux la suspendre avec un moyen très simple. C'est que j'ai tant de fois rêvé la nuit que j'étais ici, que j'étais là, éventuellement à l'autre bout du monde, alors que j'étais, comme dit Descartes, là vous avez droit à une confidence cartésienne, tout nu dans mon lit. Descartes dormait tout nu dans son lit. J'étais tout nu dans mon lit, et pourtant j'avais la certitude et la conviction absolue d'être ailleurs. L'argument du rêve balaie déjà toutes sortes de certitudes relatives à notre situation, relativement au monde. Alors évidemment, Descartes fait cette remarque, il dit oui, mais c'est vrai que même si je rêve, même en rêve, ça continue de tenir. Ça continue. Si je rêve que 2 plus 2, si je rêve que j'effectue l'opération 2 plus 2, je dois tomber sur 4, de la même façon aussi. Oui, mais je peux mettre ça en doute. Je peux suspendre mon assentiment, mon adhésion à ce qui m'apparaît pourtant comme une vérité. Par exemple, je peux très bien imaginer qu'il existe une puissance surnaturelle. Alors on parle, c'est l'expression reçue d'un malin génie. Il existe une puissance surnaturelle qui s'amuse dans son coin à manipuler mon esprit et à me faire commettre une erreur
lorsque j'effectue une opération aussi simple que de plus 2 égale 4. Allez montrer, allez prouver que ce n'est pas ce qui arrive. Allez prouver que vous n'êtes pas en train de rêver. Quel moyen avez-vous de prouver que vous n'êtes pas en train de rêver, là, à l'instant? D'abord, déjà, pas très facile. Bon. Et ensuite, allez prouver que ce n'est pas un malin génie, une puissance surnaturelle quelconque, une petite divinité. Alors bien sûr, Dieu, c'est embêtant parce que Dieu n'est pas réputé avoir l'idée de nous tromper. Il est bon, il est plein d'amour, on ne voit pas pourquoi il nous ferait ce genre de coup en vache. Mais on peut au moins imaginer qu'il a laissé, disons, subsister à côté de lui, d'ailleurs il a un nom, hein, ce génie, en un sens on peut l'appeler, on peut l'identifier au diable, qu'il existe un mauvais petit diable qui s'amuse à, eh bien tout simplement, à nous tromper dans les occurrences les plus évidentes, les plus manifestes de la vie. Imaginons par exemple un mauvais diable qui aurait l'idée, par exemple, de nous faire croire qu'il existe un Dieu tout-puissant, omniscient, infiniment bon, etc., et qui en réalité ne ferait que nous induire en erreur. Et ça, c'est une possibilité, tant que je ne l'aurai pas évacuée, tant que je ne l'aurai pas éliminée, tant que je ne l'aurai pas écartée, je ne pourrai être certain de rien. Je ne pourrai être certain de rien sans être certain qu'il n'existe pas une cause, un principe, quelque part, qui serait fauteur d'incertitude universelle, fauteur d'erreur universelle. Et donc, tant que je n'aurai pas réglé son compte au malin génie, tant que je n'aurai pas triomphé de l'hypothèse du malin génie, tant que je n'aurai pas trouvé, tant que je n'aurai pas cherché et trouvé une première vérité, ou plus exactement une première certitude, dont je puisse dire, ah ben celle-ci, même s'il y a un malin génie, eh bien celle-ci, il ne peut pas me l'enlever. Et c'est ça l'expérience du libre arbitre que fait Descartes. C'est la capacité de suspendre notre jugement vis-à-vis de quelque certitude que ce soit des certitudes sensibles, des certitudes rationnelles telles que celle-ci, ou des certitudes éthiques, par exemple, ou des certitudes religieuses, des certitudes éthiques sur, par exemple, la nature du bien et du mal. Eh bien, tant que je n'aurai pas levé l'hypothèse du malin génie, je ne pourrai pas être certain de quelque vérité que ce soit, et cette certitude que je cherche, elle est au bout, si elle existe, et dans la première méditation, rien n'est joué. Si elle existe, elle doit être au bout de cette expérience, du doute qui atteste ma liberté absolue à l'endroit de tout ce qui peut valoir comme mobile ou comme motif d'accepter telle affirmation, telle proposition, telle certitude ou telle conviction. C'est ça, cette expérience de la liberté. Le doute cartésien est une expérience de libre arbitre. Alors bien sûr, dans la première méditation métaphysique, Descartes n'en est pas du tout encore au point d'identifier ce doute qu'il est en train de mettre en œuvre, un doute universel. Rien n'y échappe, rien n'y échappe. Il n'y a pas une seule certitude, une seule conviction, ou un seul jugement, une seule affirmation qui échappe au doute dans la première méditation. On écrit quelquefois beaucoup de choses du genre « Ah oui, mais Descartes ne doute pas de Dieu ». La preuve, c'est qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu dans les méditations. Oui, il y a des preuves de l'existence de Dieu dans les méditations, mais Dieu est parfaitement mis entre parenthèses dès la première méditation. Eh bien, si cette vérité existe, elle doit être telle qu'elle survive à l'hypothèse la plus, on va dire, la plus dure, l'hypothèse la plus périlleuse, l'hypothèse la plus dévastatrice, qui est celle du malin génie. Et cette opération du doute consiste dans cette mise à distance de nos certitudes qui est l'essence même de la volonté libre. Je peux toujours dire non. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le principe initial de l'expérience cartésienne. Je peux toujours dire non. Alors bien sûr, j'aurais du mal à dire non, parce qu'à 2 plus 2 égale 4, il est très difficile de dire non. Mais je peux dire non, non pas au sens où je peux affirmer que c'est faux, ça c'est impossible, ce serait remplacer une certitude par une autre, mais je peux au moins suspendre
mon jugement relatif à cette affirmation tant que je n'aurai pas la garantie ultime que le malin génie est neutralisé. Cette neutralisation interviendra dans la deuxième méditation, au moment où Descartes fera cette observation, enfin ce qu'il considère lui à ce moment-là comme une observation, comme une expérience. Il expérimente cette certitude que, eh bien, s'il doute, s'il pense qu'il pourrait être trompé par un malin génie, il faut, que pour que cette condition soit remplie, qu'au moins quelque chose soit posé, à savoir « je suis ». Car je ne peux pas être trompé, je ne peux pas penser que je suis trompé, je ne peux pas penser que je pourrais me tromper en ajoutant 2 à 2 et en trouvant 4. Je ne peux rien penser de tout cela sans être celui qui pense ça. C'est-à-dire que ou si vous voulez, nous sous-entendons ici, pour penser, il faut être celui qui pense, et par conséquent, l'expérience de la pensée, l'expérience du « je pense », ce qui se dit en latin cogito, si vous voulez prononcer ça de façon maintenant plus acceptée, l'expérience du cogito, c'est cette première certitude, dont nous pouvons être assurés qu'elle est à l'abri des hypothèses les plus périlleuses pour toutes nos certitudes, pour toutes nos convictions, les plus périlleuses, dont la plus périlleuse de toutes est la possibilité de ce malin génie. Voilà ce que signifie l'expérience dont Descartes fait état. C'est l'expérience de la possibilité d'une distance. D'une distance qui fait de la volonté, en tant qu'elle est libre et indépendante de toute cause extérieure, le juge suprême. Le juge suprême devant lequel toute conviction doit comparaître. Alors, c'est tout ça, c'est exactement ça, c'est ce dispositif que je viens de décrire, sur lequel je viens de m'attarder assez longuement, c'est ça que Spinoza va détruire. C'est ça qu'il entend détruire en réfléchissant sur le statut de cette volonté, sur le statut de cette puissance, et en montrant que nous n'avons affaire, sous ce nom de volonté libre, sous cette appellation de libre arbitre, nous n'avons affaire qu'à une fiction. Alors, il faut ici citer ce que Spinoza a écrit à la fin de la deuxième partie de l'éthique, et qui concerne justement cette idée de faculté. La faculté, un pouvoir de faire. L'entendement, un pouvoir de comprendre. D'accomplir l'action de comprendre. De comprendre un concept, par exemple, de comprendre un concept abstrait, ce qui est un pléonasme, parce que tout concept est abstrait. Il faut bien comprendre il faut bien que vous réalisiez ceci, que lorsque vous entendez le mot chien, vous comprenez quelque chose, mais que vous ne voyez rien. Vous comprenez quand on prononce le mot chien. Vous comprenez au sens où vous ne pouvez rien vous représenter, vous ne pouvez rien imaginer, vous ne pouvez pas former une représentation imaginaire du chien dans votre esprit, puisque vous ne savez pas s'il s'agit d'un berger allemand, d'un patou, d'un chihuahua du Mexique ou d'un Yorkshire. Ça, vous ne le pouvez pas. Et donc, mais vous comprenez très bien ce que je dis si je dis que mon chien s'est échappé. Vous n'avez pas besoin de vous représenter la scène, vous n'avez pas besoin d'imaginer tel ou tel chien. Et donc, ça veut dire que le mot chien, en tant que je le prononce, est simplement objet d'une compréhension intellectuelle, pas d'une représentation. Ah oui, si vous me connaissez, si vous connaissez mon chien, si vous m'avez rendu visite, que vous avez caressé mon chien, que vous avez vu mon chien, et que je vous dis mon chien s'est échappé, vous pouvez vous représenter mon patou si j'ai un patou, ou mon Yorkshire si j'ai un Yorkshire, se carapatant à l'extérieur de la maison. Mais vous comprenez tout à fait bien ce que je dis si je dis que mon chien s'est échappé, sans être capable de vous le représenter. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'entendement? C'est une faculté de comprendre des concepts, mais c'est aussi une faculté de suivre l'enchaînement des concepts dans un raisonnement, par exemple. Puissance de faire. De faire quoi? De comprendre pour l'entendement. La mémoire, faculté. Puissance de faire quoi? D'emmagasiner, de stocker et d'aller piocher plus ou moins
à notre gré, plus ou moins à volonté, les souvenirs dans cet entrepôt qu'est la mémoire pour en faire l'usage dont nous avons besoin au moment où nous évoquons ces souvenirs. Mémoire, entendement, sensibilité, faculté de recevoir un message, par exemple, du monde extérieur. Recevoir un message du monde extérieur par les 5 sens. C'est une faculté aussi. Ces facultés, on les a plus ou moins, on ne les a pas, quelquefois. On peut être privé de certaines facultés sensorielles, privé de la puissance de voir, privé de la puissance d'ouïr, d'entendre, privé de la puissance de sentir, par exemple, ou d'avoir des impressions gustatives. Nous pouvons perdre l'odorat, le goût, hein. Bon, c'est l'expérience qu'ont faite ceux qui, quelquefois, ont connu ces symptômes du fait du virus du Covid. Bref, nous avons une faculté de sentir. Nous avons aussi une faculté de sentir au sens affectif et non pas tout à fait sensoriel. Faculté d'empathie, par exemple. Faculté d'empathie. Nous avons une faculté, une sensibilité au sens affectif. Faculté qui se traduit par exemple une facilité plus grande à entrer en sympathie avec quelqu'un, ou par exemple à être offensé, à être blessé, à être troublé, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'esprit serait ainsi une collection, un assemblage de puissances ayant chacune son identité, chacune sa fonction. Voilà comment nous nous représentons les choses. Et voilà justement ce avec quoi Spinoza va nous demander de rompre. Faisons une analogie avec le corps. Nous courons, nous sommes capables de courir. Bon, plus ou moins vite. Certains peuvent, dans certaines situations, devenir incapables de courir. Marcher, oui, mais courir, non. Mais enfin, disons que si nous prenons la plupart des humains en bonne santé et n'ayant pas, d'abord ayant atteint l'âge de marcher et ensuite n'ayant pas encore atteint un âge les empêchant de se déplacer sur leurs 2 jambes, ils peuvent courir. Est-ce que nous aurions l'idée de supposer qu'il y a dans le corps, puisque courir est une action du corps, une puissance qui serait une puissance dédiée à la course et qu'on pourrait par exemple appeler la courité? Voilà. Pourquoi est-ce que je veux? Comment est-ce que je peux vouloir? Comment est-ce que je peux décider? Comment est-ce que je peux choisir? Comment est-ce que je peux opter? Parce que j'ai une volonté. Pourquoi est-ce que je peux courir? Parce que j'ai une courité. Ah oui, mais je ne fais pas seul. Je ne suis pas seulement capable de courir, je suis capable aussi par exemple, d'escalader, de grimper. Eh bien, admettons qu'il y a dans le corps une faculté qu'on va appeler la grimpité. Voilà. Bon. Et puis, comme nous sommes capables aussi de danser, plus ou moins bien, nous allons pouvoir supposer une densité, attention à l'orthographe cette fois-ci, parce que bien sûr, la densité avec un E, c'est plutôt ce qui ferait obstacle à la danse que ce qui la permet. Et ainsi de suite. Nous n'aurions pas l'idée d'attribuer les actions du corps à des facultés qui seraient pensées, conçues comme des puissances existant pour elles-mêmes, ayant leur identité, leur individualité dans le corps, qui seraient logées dans le corps et qui nous permettraient de faire tout ce que le corps fait. Mais c'est ça que nous faisons pour l'esprit. Et nous faisons comme s'il y avait dans l'esprit, parce que nous avons des volontés, parce que nous voulons une faculté de vouloir, une puissance de vouloir, une puissance qui serait dédiée à l'action de vouloir. De la même façon que vous avez, par exemple, dans un gouvernement, des ministres qui ont chacun son attribution particulière. Eh bien, c'est ce que nous faisons pour l'esprit, où nous supposons une puissance de vouloir, une puissance d'éprouver des sensations, une puissance d'éprouver des sentiments, qu'on va appeler par exemple l'affectivité, une puissance d'emmagasiner des choses venues du passé et de les restituer, la mémoire, une puissance d'inventer des fictions qu'on va appeler l'imagination. Et nous allons faire de l'esprit une espèce d'instrument à monter en kit à partir de pièces indépendantes qui seraient toutes les facultés dont nous déduisons l'existence du fait que nous exerçons certaines actions.
Mais que vaut le mouvement par lequel nous passons des actions particulières, ponctuelles, singulières que nous accomplissons? Ben, hier j'ai couru ou je n'ai pas couru, demain je courrai peut-être, ou je grimperai, ou je danserai. À chaque fois j'aurai accompli une action particulière qui est la réalisation, l'accomplissement d'une possibilité de mon corps. Voilà. Dans ma physiologie, dans mon anatomie, sont inscrites ces possibilités que j'exerce ou que je n'exerce pas. Mais nous allons quand il s'agit de l'esprit, attribuer à chacune de ces espèces d'actions, à chacun de ces types d'actions, un nom que nous allons désigner comme étant la puissance de faire ça. Et cela suscite de la part de Spinoza la réflexion suivante. Nous sommes à la fin de la deuxième partie de l'éthique, dans le scoli de la proposition 48. Donc, deuxième partie, scoli de la proposition 48. Il n'y a dans l'esprit aucune faculté absolue de comprendre, de désirer, d'aimer, etc. Pour la faculté de désirer, par exemple, en particulier lorsqu'il s'agit du désir sexuel, nous pouvons très bien attribuer ça à ce qui est identifié comme la faculté d'éprouver ce type de désir. Et on va dire, voilà, c'est la libido. C'est la libido. Nom commun que nous avons formé à partir du verbe latin qui signifie simplement désirer. Enfin, plutôt du mot latin qui signifie désir, du mot latin qui signifie désir. Voilà, il y a une faculté de désirer, on va l'appeler la libido. De la même façon qu'on pourrait supposer, mais ça on ne va pas jusque-là, quand quelqu'un se met souvent en colère, on va parler de son irascibilité. Il est irascible. Donc on pourrait parler de son irascibilité. Mais en général, on ne parle pas de l'irascibilité comme d'une faculté. On en parle comme d'une disposition, comme d'une tendance, comme d'une propension. Mais on ne suppose pas que s'il se met en colère, c'est parce qu'il met en œuvre en lui cette puissance de se mettre en colère, comme il met en œuvre quand il cherche à faire un raisonnement mathématique, cette puissance d'enchaîner des idées abstraites qu'on appelle l'entendement. Il n'y a dans l'esprit aucune faculté à de comprendre, une faculté absolue de comprendre, de désirer, d'aimer, d'où il suit que ces facultés et autres semblables, ou bien, alors là vous avez trois ou bien, qu'il ne faut pas comprendre comme trois possibilités entre lesquelles il faudrait choisir, pour n'en retenir qu'une. Vous avez trois ou bien qui signifient que c'est en fait la même chose, et qu'on peut les comprendre, ces trois possibilités, d'un point de vue ou d'un autre de ces trois options. D'où il suit que ces facultés, donc l'entendement, la volonté, l'imagination, la mémoire, etc., ces facultés et autres semblables, ou bien sont purement fictives, ou bien ne sont rien que des êtres métaphysiques, ou bien des universaux, alors là il y a une phrase un peu difficile, enfin un fragment de phrase que je vais expliquer, ou bien des universaux que nous avons coutume de former à partir des particuliers. Ça c'est la formule de Spinoza, je vais l'expliquer. D'où il suit que ces facultés et autres semblables, ou bien sont purement fictives, ou bien ne sont rien que des êtres métaphysiques, ou bien des universaux, que nous avons coutume de former à partir des particuliers, en sorte que l'intellect et la volonté ont avec telle et telle idée, ou telle volition, c'est-à-dire tel ou tel acte de la volonté, en sorte que l'intellect et la... Alors vous avez ici l'analogie. En sorte que l'intellect et la volonté ont, avec telle et telle idée de l'intellect, ou telle volition, c'est-à-dire acte de la volonté, le même rapport que la pierréité avec telle ou telle pierre, ou que l'homme avec Pierre et Paul. Alors c'est pas très facile parce qu'en plus vous avez des mélanges de pierres, donc quand vous rapportez le fait d'avoir voulu ceci ou cela à la volonté, avec une majuscule, c'est exactement comme si vous rapportiez le fait d'être une pierre à la pierréité. Je dessine plutôt la flèche dans ce sens-là, et je mets la majuscule que j'avais annoncée. C'est comme si vous faisiez dépendre le caractère de la pierre que vous ramassez sur le chemin, de
cette propriété qui fait qu'elle est une pierre, sa pierréité. Imaginez par exemple que vous vous demandiez, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce morceau-là de cailloux sur le chemin? Vous êtes en montagne, vous marchez, sur le bord du chemin, il y a des cailloux, mais pourquoi il est là ce caillou? Qu'est-ce que c'est que ce caillou? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, vous pourriez dire, ah ben c'est une pierre. Pourquoi est-ce que c'est une pierre? Eh bien parce que il tient les philosophes disent plutôt, il participe de cette qualité, cette propriété d'être une pierre, qu'on pourrait appeler la pierréité. De la même façon que la volonté que vous avez eue hier soir, par exemple, d'éteindre la lumière à 22h15 pour vous endormir, participait de cette capacité, de cette puissance que vous aviez en vous de décider de choisir, d'éteindre la lumière à telle heure, que vous appelez la volonté. Alors, de même que, alors il dit, le même rapport que la pierréité avec telle ou telle pierre, ou que l'homme avec Pierre ou Paul. En effet, Pierre et Paul sont des humains. Pierre et Paul sont des humains. Et vous pouvez bien entendu caractériser leur être humain, le fait d'être humain, en disant, ben voilà, ils ont en eux cette propriété qu'est l'humanité. Ils ont en eux cette propriété qu'on appelle une essence, qui est d'être humain, c'est leur humanité. Et de quoi tiennent-ils le fait d'être des hommes? Ils le tiennent de ce qu'ils ont en eux, l'humanité. Alors voilà, dans ces 4 lignes, tient toute la critique que fait Spinoza du dispositif anthropologique sur lequel repose notre façon de concevoir la liberté, qui est une façon illusoire. Je répète tout ça et je vais expliciter davantage. Il n'y a dans l'esprit aucune faculté absolue de comprendre, de désirer, d'aimer, etc. D'où il suit que ces facultés et autres semblables, ou bien sont purement fictives, ou bien ne sont rien que des êtres métaphysiques. En vérité, elles sont purement fictives parce qu'elles ne sont que des êtres métaphysiques. Des réalités qui n'ont aucune réalité physique, des entités qui n'ont aucune réalité physique, au sens étymologique, aucune réalité dans la nature. Ça n'existe pas dans la nature. La faculté de comprendre, l'entendement, ça n'existe pas. La volonté, ça n'existe pas. L'imagination, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, eh bien Spinoza nous le dit ensuite, ce sont des particuliers. Ce sont des actes particuliers, des actions particulières. Oui, je veux. Oui, et je veux à chaque instant des choses différentes, et notre existence est quotidiennement faite de successions de volontés. Je veux me lever le matin, je veux aller chercher une baguette chez le boulanger, je veux ouvrir un livre ou fermer la radio, et bien sûr je passe mon temps à vouloir. Ai-je besoin, et c'est à cette question que Spinoza répond non, de supposer derrière ces actions particulières, derrière ces particuliers, ai-je besoin de supposer ce qu'il appelle des universaux, c'est-à-dire des entités métaphysiques qui ne sont pas dans la nature, mais qui sont situées au-delà même de la nature, qui sont cette puissance de vouloir, cette puissance de décider, puissance de comprendre, de désirer, d'aimer. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons des particuliers, en l'occurrence ici des actions particulières, pour ce qui s'appelle la volonté, ce qu'on appelle des volitions. Les volitions, ce sont des actes particuliers par lesquels nous formons telle ou telle volonté. Et ces volitions sont l'expression, exactement comme les actes particuliers de compréhension, lorsque nous comprenons, par exemple, lorsque nous suivons un raisonnement logique ou mathématique. Ces volitions sont la même chose que des actes particuliers de compréhension, des actes particuliers d'imagination, lorsque tout d'un coup dans notre esprit nous formons par exemple l'image d'une créature fantastique qui combinerait les caractères du cheval et de l'humain pour faire un centaure, ou de la femme et du poisson pour faire une sirène. Alors oui, tout ça, ça existe. Spinoza ne conteste pas que nous voulons, que nous comprenons, que nous imaginons, que nous nous souvenons. Mais simplement, ce qu'il récuse, c'est l'attribution de chacune de ces actions particulières, à une puissance qui serait de façon absolue, c'est-à-dire, il le dit, et il utilise la chiffre absolue, qui serait indépendante, qui aurait son statut à elle de puissance, et qui aurait cette réalité indépendante de puissance dévolue à tel ou tel type d'action.
en vérité, vouloir, se souvenir, comprendre, imaginer, sont non pas des facultés dont l'esprit serait composé, ce sont des actions de l'esprit qui, dans leur diversité, expriment toujours, tout simplement, la puissance à l'œuvre dans la nature, dans le Dieu nature, qui vient se manifester, se traduire, s'exprimer dans notre esprit particulier. Il y a des particuliers, les universaux, c'est-à-dire la faculté avec une majuscule, la volonté, l'entendement, l'imagination avec un grand I ou la sensibilité avec un grand S, eh bien, ce sont des fictions métaphysiques qui n'ont aucun pouvoir explicatif, qui ne nous font absolument rien comprendre du tout. En sorte que l'intellect et la volonté ont avec telle et telle idée, ou telle et telle volition, le même rapport que la pierreité avec telle ou telle pierre, et que l'homme avec Pierre et Paul. Aucune pierre n'est une pierre par le fait qu'elle participerait de cette essence universelle qu'est la pierreité. Et si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir ce que c'est que cette pierre que vous ramassez sur le bord du chemin, si vous voulez comprendre ce qu'elle est et comprendre pourquoi elle est là, il faudra remonter une série particulière d'effets succédant à des causes qui sont elles-mêmes des effets succédant à des causes encore antérieures, et ainsi de suite à l'infini. Il faudra suivre ce réseau de causalité particulier, et vous comprendrez, par exemple, pourquoi et comment se sont produits à la surface de la Terre, ou dans les entrailles de la Terre, des phénomènes qui ont engendré cette pierre, ce morceau de granit, roche intrusive, constituée de feldspath, de quartz et de mica, et comment et pourquoi cette pierre s'est trouvée déposée à cet endroit après avoir été transportée par un glacier depuis les parois qui dominent l'endroit où vous vous trouvez, jusque dans cette vallée que vous remontez sur ce chemin. Et là, vous aurez suivi une succession de causes et d'effets qui correspondra, cette succession, à une compréhension adéquate des rapports qui sont réellement à l'œuvre dans la nature, et c'est comme ça qu'il faut penser l'esprit humain. L'esprit humain, nous le pensons sous l'espèce de ces facultés dont la volonté libre est peut-être la plus emblématique, puisque c'est celle qui est tout de même supposée traduire le plus excellemment, le plus particulièrement notre dignité humaine. C'est par là, par la liberté de cette volonté, c'est-à-dire Descartes le dira dans la 4e méditation, c'est par la possession de cette volonté libre, de ce libre arbitre, que je suis de la façon la plus manifeste, eh bien une créature de Dieu. Puisque bien sûr chacune de ces facultés reproduit en l'homme, dans le dispositif anthropologique que je viens de décrire, chacune de ces facultés reproduit en l'homme, eh bien en petit, si vous voulez, en miniature, en réduction quantitative et qualitative, eh bien les puissances qui se trouvent concentrées dans le Dieu créateur. Dieu nous a fait à son image, il nous a fait volontairement, en nous pensant dans son entendement, à son image, pourvus nous-mêmes d'un entendement et d'une volonté dont il va s'agir maintenant, parce que c'est à ça que nous sommes voués, et c'est ça notre mission sur la Terre, notre volonté qui est de conformer cette volonté, la nôtre, à la sienne, que votre volonté soit faite. Voilà ce qui nous est dit par ce discours. Voilà, j'en ai presque terminé, pas tout à fait d'ailleurs, j'en ai presque terminé avec l'exposition de cette conception illusoire, de cette conception fantasmatique, de cette conception que Spinoza juge non seulement erronée, mais compromise dans tout un système non seulement anthropologique, mais métaphysique, philosophique, religieux et politique. On le verra, mais ça ce sera pour la prochaine fois, parce que je n'ai pas le temps d'y venir ce soir. Voilà. Je vous remercie et...